Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Le gouvernement au front pour arriver à bout de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre veille au bon déroulement de l'opération de vaccination contre la maladie en cours dans le pays. Patrick Achi s'est rendu dans plusieurs communes d'Abidjan ce samedi. Il appelle les populations à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Dans cette campagne de vaccination, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de ses partenaires. Le pays reçoit 1,5 million de doses de vaccins Pfizer, un appui du gouvernement américain et de l'initiative COVAX. L'administration Biden s'est engagée à partager l'approvisionnement en vaccins des États-Unis avec le reste du monde. Le gouvernement veille aussi à la qualité de la formation de l'élite de demain. Une nouvelle dynamique impulsée au niveau de l'enseignement supérieur. 18 établissements privés et publics reçoivent leur arrêté d'homologation des diplômes. Ce document offre une crédibilité et permet la reconnaissance des parchemins sur le plan national et international. Et puis le Tchad retire 600 soldats de la force du G5 Sahel. C'est la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la coalition anti-djihadiste dans la zone dite des trois frontières, Mali, Niger et Burkina Faso. Les autorités tchadiennes parlent d'une mesure de redéploiement stratégique. Rentrer dans ces Indes, le bois sacré, pour interroger le sens de la vie, le comment et pourquoi des faits. Avec le Tchologo, l'individu passe alors de l'état d'ignorance intellectuelle et sociale à l'état de la connaissance de l'univers et de la société qu'il intègre. Mais tout ce qui est lié au Tchologo est soumis à la loi du silence. Le profane ne doit rien en savoir et le sachant, lui, doit rester muet. Alors question, qu'a pu bien écrire un auteur sur ce rite en pays sénoufo, particulièrement chez les Nyarafolo de Ferké? Bonsoir, professeur Kwaku Désiré Mbra. Bonsoir, M. Koulibaly. Vous êtes l'invité de la page culture et je peux vous appeler aussi Zana. Tout à fait. D'accord, alors Tamana. Tamana, merci. Ouais. Alors, maître de conférence à l'université, vous êtes l'auteur de l'œuvre Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire Nyarafolo. Et c'est avec un plaisir particulier que nous allons en parler dans une trentaine de minutes, le temps de voir le tour de l'actualité. Ce serait un plaisir. Le Premier ministre était ce matin dans les communes de Cocody, Abobo, Yopougon et Koumassi. Patrick Achi est allé observer la mise en œuvre des opérations de vaccination contre la Covid-19. Une tournée qu'on voit avec Alexis Oudraogo. 2 heures à sillonner le tout Abidjan ce samedi pour voir de plus près les opérations de vaccination contre la Covid-19. Au district sanitaire de Cocody, première escale de sa tournée, le Premier ministre s'assure de la qualité du service. Préoccupation majeure ici pour les candidats à la 2e dose du vaccin, la disponibilité de Pfizer ou AstraZeneca. Justement, vendredi soir, le pays a reçu près d'1,6 million de doses de vaccin Pfizer pour justement assurer la protection de sa population. Cap sur Abobo. L'opération bat son plein. Le Premier ministre donne son conseil pour une meilleure gestion des files d'attente et s'assure que le message passe bien auprès des populations. C'est ta première dose ou la deuxième dose? La première dose. Mais pourquoi tu as attendu longtemps comme ça? Direction Yopougon, toujours le même engouement. Le chef du gouvernement échange ici avec les agents de vaccination. Ça se passe bien. Oui, ça se passe les gens bien. comprennent, ils sont de plus en plus volontaires. Non, les gens viennent à la zone pas, ils viennent. D'accord. Le pays compte à ce jour 1 300 000 personnes vaccinées, de bons points salués par l'OMS. Je ne peux que exprimer ma satisfaction et celle des partenaires. Parce que voir le Premier ministre, chef du gouvernement sur le terrain, c'est encourageant. Et nous, partenaires, on va se mobiliser pour encore améliorer la qualité des prestations et appuyer le pays pour couvrir le maximum des Ivoiriens. À Koumassi, dernière étape de la tournée, les populations, elles saluent cette riposte vaccinale bien tenue par le gouvernement. La maladie fait plein de ravages, donc il faut qu'on se vaccine. Si une autorité se déplace, c'est parce que c'est important. Et je pense que de bouche à oreille, ça va encourager des gens à venir. Pour le Premier ministre, la vaccination contre la Covid-19 est aujourd'hui indispensable. On a eu donc l'occasion de constater d'une part qu'il y avait énormément d'engouement. Vous avez vu l'affluence, que les vaccins étaient disponibles. Il y avait certainement quelques réglages à faire pour la capacité d'absorption, mais également saisir l'occasion pour lancer une fois de plus, après que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors des différents conseils nationaux de sécurité,
et lancer un appel aux populations à la vaccination, non seulement pour se protéger eux-mêmes, mais surtout pour protéger également leur environnement immédiat. Patrick Hachi invite le personnel médical à la vigilance, surtout lors des diagnostics médicaux. Dans 90% des cas, on se rend compte que les mortalités sont d'abord dues à des retards de tests. Les gens commencent d'abord à diagnostiquer le palu, essaient de voir si ce n'est pas d'autres pathologies, avant finalement, en fin de compte, faire un test PCR pour se rendre compte que c'est bien le corona dont ils sont atteints. Et à ce moment-là, le virus a eu le temps de faire de tels ravages que les sauver devient difficile. Aujourd'hui, il faut faire un test pour écarter, je dirais, le coronavirus. Et pour des dépistages plus rapides, à côté des tests PCR, le gouvernement vient de commander des tests antigéniques pour les diagnostics plus rapides pour les centres de santé. L'appel est donc lancé, les agents de vaccination, eux, bien prêts à vider leurs seringues. Et pour vider la seringue, il faut le précieux liquide. Justement, un renfort est arrivé hier soir. Plus de 1,5 million de doses de vaccin Pfizer. L'État ivoirien a réceptionné le produit à l'aéroport international d'Abidjan. Cette fois, il s'agit d'un don du gouvernement américain et de l'initiative COVAX. Salima Toudia. C'est un exemple de plus de solidarité avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire vient de réceptionner plus d'1 500 000 doses de vaccins Pfizer, un don de l'initiative COVAX et du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le point que nous faisons de façon régulière montre beaucoup de contamination. Parmi les décès, ce que nous déplorons, c'est que la plupart des décédés sont des gens qui n'ont pas pu avoir cette chance-là de se faire vacciner. Et 99% des personnes actuellement qui sont testées positives n'ont pas bénéficié de vaccination. Donc c'est une opportunité qu'on offre aux Ivoiriens de se faire vacciner. L'intérieur du pays pourra bénéficier cette fois des doses de vaccins Pfizer. La première tranche des vaccins AstraZeneca a été donc essentiellement utilisée à Abidjan, mais je pense que nous sommes en train de nous organiser pour que Pfizer puisse servir davantage. Mais sachez que 95% des cas sont à Abidjan et nous allons intensifier la vaccination à Abidjan et à l'intérieur du pays, en commençant par Abidjan. Un don qui témoigne de la bonne marche de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cela dénote des excellentes relations que nous avons avec les États-Unis et également avec l'Union africaine et tous nos partenaires qui ont précédé les États-Unis en nous livrant des vaccins. Les États-Unis sont très heureux de pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire plus de 1,5 million de doses du vaccin Pfizer contre le Covid. Et tout cela, ça démontre l'engagement ferme du président Biden de vraiment exercer un grand leadership à la hauteur du rôle des États-Unis dans le monde face à cette pandémie qui nous touche tous. Et pour s'en sortir de la pandémie, il faut s'en sortir partout autour de la planète. Le partenariat scellé autour de l'initiative COVAX est donc en bonne voie au profit des pays. Je voulais rassurer les Ivoiriens que tous les vaccins qui arrivent, quel que soit le type, sont des vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont des vaccins de qualité, des vaccins sûrs. Donc ce qu'on demande, c'est se faire vacciner pour être protégé et pour qu'on ait moins de décès et moins de formes graves dans ce pays. On était en risque de rupture de stock des vaccins et on ne voulait surtout pas rabaisser, diminuer, empêcher tout l'engouement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Malgré toutes les rumeurs, malgré les fake news, les gens en Côte d'Ivoire ont adhéré en masse à la vaccination et on craignait beaucoup que la rupture de stock ne vienne diminuer l'efficacité de ces efforts. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. On va pouvoir intensifier encore les activités de vaccination avec ce vaccin, avec d'autres qui vont arriver dans les jours prochains. Notre objectif, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement dans son ambition que d'ici la fin de l'année, il y ait au moins 7 millions d'Ivoiriens vaccinés contre la Covid-19. À ce jour, plus d'1 200 000 Ivoiriens ont été vaccinés. Il faut donc se faire vacciner, surtout que ces derniers jours, la pandémie est particulièrement dangereuse. Voici le point chiffre de cette journée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 209 cas de Covid-19, 208 guéris
et malheureusement encore des décès aujourd'hui, 9 au total. La Côte d'Ivoire compte donc 53 456 cas confirmés, dont 52 206 personnes guéries, 389 décès et 861 cas actifs. Au total, 1 268 988 doses administrées contre la Covid-19. Voilà qui montre que cette troisième vague est inquiétante. Attention, il faut donc continuer de se protéger. Autre chose dans l'actualité, donc le ministre de l'Enseignement supérieur remet des arrêtés d'homologation de diplômes à 18 établissements privés et publics. C'est le début d'une nouvelle dynamique dans la formation. Adama Diawara lance ainsi une dynamique dans cet enseignement supérieur, une vaste politique de réforme. Ce document offre une crédibilité et permet la reconnaissance des parchemins ici ou à l'international. Le reportage de Salima Toudia. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'École technique informatique et commerciale, ainsi que 18 établissements d'enseignement supérieur ont reçu leur arrêté d'homologation de diplômes. Un document qui marque la reconnaissance des diplômes délivrés par ces établissements sur l'échiquier national et international. Aujourd'hui, avec l'homologation et bien avant l'homologation, avec le basculement dans le système LMD, nous entrons dans le monde de l'enseignement supérieur. Nous sommes aujourd'hui reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, alors que les diplômes que nous donnions par le passé étaient reconnus, mais dans notre secteur, dans le secteur maritime et portuaire. La continuation, ça dit qu'il faut garder les éléments qui nous ont permis de bénéficier de cette reconnaissance nationale. Je veux parler de nos installations, de nos infrastructures, mais également de la qualité de nos enseignants et de nos enseignements. Le ministre a voulu instituer cela pour que désormais les uns et les autres s'activent à aller n'est-ce pas, à aller devant la commission. Les établissements privés supérieurs constituent un maillon essentiel dans le système universitaire. Ils accueillent la majorité des étudiants, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour Adama Diawara, produire des ressources humaines de qualité est un défi que le gouvernement entend relever. Les nouveaux bacheliers ne peuvent s'inscrire que dans des établissements autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et qui plus est, dans des filières qui sont homologuées. Donc c'était, j'aurais dit, le premier objectif de cette réunion. Le deuxième objectif, c'était l'accréditation de l'offre de formation de ces établissements privés. De la même façon, un arrêté qui va lister les diplômes qui peuvent être donnés, qui peuvent être attribués par ces établissements privés. Pour l'année 2021, 23 établissements, dont 22 issus du privé et 1 du public, ont fait leur demande d'homologation des diplômes. Les autorités promettent, dans le cadre de la réforme du brevet technicien supérieur, des filières pourvoyeuses d'emploi. Il faut aussi des leaders bien formés. C'est l'une des missions du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Grâce au soutien de l'UNICEF, des programmes sont mis en œuvre. Des responsables d'associations étaient réunis dans la commune de Treichville. Les jeunes leaders formés sur la maîtrise du plaidoyer pour le développement. Jean-Marc Diadji. 13 directeurs départementaux de jeunesse et 21 youth reporters formés sur la pratique et les techniques de plaidoyer. Ces jeunes formateurs seront outillés pour mieux suivre les jeunes leaders dans leur démarche de prise de décision, celle d'identifier les solutions novatrices aux problèmes sociaux des jeunes. Un formateur, il doit avoir d'abord les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences aussi, l'expertise de savoir rendre. Le ministère de tutelle et ses partenaires, à travers cette initiative, placent la jeunesse au cœur du développement et s'engagent à améliorer leurs appuis. L'État de la Côte d'Ivoire est en train de fournir beaucoup d'efforts pour assurer que ces droits sont respectés. Il reste des efforts à faire et les résultats, nous ne pouvons pas les atteindre sans les jeunes. Nous savons qu'ils évoluent dans un environnement qui est vraiment exposé à beaucoup de fléaux sociaux. Et il est important qu'ils aient des formations qui leur permettent d'être résilients. Il est aussi important, afin de faire entendre leur voix dans la communauté, d'avoir tous les outils. Ce projet de formation des formateurs en plaidoyer est à sa phase pilote et ciblera 500 autres jeunes des villes de l'intérieur du pays. Alors en sport, direction Yaoundé, le comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire se prépare. Le COCAN était au Cameroun, une occasion pour la délégation d'échanger avec les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en janvier au pays des Lions indomptables. Le reportage de nos envoyés spéciaux Benson Pierraka et Barnabé Conan. Le COCAN 2023 est déjà à l'école du COCAN 2021 pour s'inspirer de l'expérience camerounaise afin de parfaire la future organisation à l'ivoirienne.
une délégation du COCAN 2023 a rendu visite au directeur de tournoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février à Garoua, Bafoussam, Limbe, Douala et Yaoundé. Il nous a montré les points critiques, les points aussi de vigilance. Il nous a montré quelle peut être la complexité de l'organisation d'un tel événement, quelles peuvent être aussi les aspérités qui peuvent se dresser sur le chemin d'un comité d'organisation. Tout ça, nous repartons nantis de toutes ces informations. Nous allons restructurer, réajuster tout ce que nous avons préconisé depuis quelques mois. Admirative devant la volonté affichée des Ivoiriens de s'y prendre suffisamment tôt, la partie camerounaise a proclamé sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire dans son ambition de relever avec maestria le défi d'une CAN éblouissante. Pas la toute première fois qu'on se rencontre, je pense la deuxième fois, nos différentes commissions techniques ont eu un certain travail, eux. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui les attend. Donc nous ne pourrons que les encourager d'aller vers l'avant. C'est un pays frère. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous réussissons, s'ils réussissent aussi, ça sera notre plaisir pour que le nord de l'Afrique aille vers l'avant. Après une belle cérémonie du tirage au sort, le Cameroun s'apprête à offrir à l'Afrique une CAN qu'il espère mémorable. Le COCAN 2023 veut en tirer le meilleur. En religion, je vous emmène dans le sud-ouest de la France. Qui est Bernadette Soubirous, une jeune fille de 14 ans à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois en 1858 à Lourdes. Les pèlerins ivoiriens se sont rendus sur les traces pour affermir leur foi. Le reportage de Grace Kando, envoyé spécial. Bernadette Soubirous se présente comme une fille pauvre, malade et ignorante. Elle est née le 7 janvier 1844 au moulin de Boli à Lourdes. Entre février et juillet 1858, la Vierge Marie lui est apparue 18 fois. Dieu choisit toujours les petits et les humbles pour des missions. Bernadette ne savait ni lire ni écrire. Voilà, donc c'était une très très grande pauvreté, très grande misère. Quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais perdu confiance. Ils ont prié tous les soirs le chapelet en famille. Vous voyez, c'était très important pour eux la prière. Pour revivre les souvenirs de Bernadette Soubirous, cette adolescente de 14 ans, les pèlerins sont allés sur ses pas. Ils ont visité plusieurs sites qui retracent la vie de Bernadette, la maison de son enfance en passant par le cachot où elle a vécu faute de moyens à un moment donné de sa vie et la bergerie où elle gardait les troupeaux à une trentaine de kilomètres de Lourdes. C'est un nouveau départ pour moi. Parce que j'ai vu et on m'a expliqué, donc je suis vraiment émue. Je demande à tous mes frères et sœurs, ceux-là qui doutaient encore de la Vierge Marie, de ne plus douter. C'était une jeune fille très simple qui vivait sa spiritualité avec beaucoup de simplicité. Moi, c'est cela qui m'a beaucoup touchée. C'est pas dans les grandes démonstrations spirituelles, mais vraiment avec le cœur, la vérité de la foi, la simplicité, l'humilité. Après avoir suivi les traces de Bernadette Soubirous, les pèlerins se sont rendus dans les grottes de Bitaram à 11 km de Lourdes. Ces grottes se déploient sur 5 étages pour un parcours de 2,8 km de long. Un voyage ludique bien apprécié de tous. Et dans l'actualité politique ce soir, le président du Sénat est sur le terrain pour prôner le RHDP. Jeannot Ahoussou-Kouadio appelle à adhérer à ce parti des oufouettistes. Première étape de cette tournée de mobilisation, le département de Didier Vie. Kader Sogodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio a pris son bâton de pèlerin. Il met fin à une certaine récréation. La reconquête du grand centre pour une adhésion massive au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est lancée. Dans le département de Didier Vie, c'est une véritable opération de proximité. Je leur ai dit de venir au RHDP. J'ai demandé cela à la population. Je vais parcourir les 3000 villages baoulés pour sensibiliser la population du V baoulé avec mes jeunes frères Amédée Kouakou, le professeur Justin Kofi et toute l'équipe de l'ACCD. Nous allons aller de porte en porte, une campagne de proximité pour convaincre les gens. On va aller pied à pied, aller suivre, transformer totalement les mentalités des gens pour les amener vers le développement, c'est ce qui importe. Les raisons d'une adhésion massive du grand centre au RHDP
sont nombreuses. Alassane Ouattara, le fer de lance du parti depuis son accession au pouvoir d'État, ne cesse de transformer positivement la Côte d'Ivoire. Je le dis fortement, après le président Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui c'est le président Alassane Ouattara qui imite très bien le président Félix Houphouët-Boigny. Regardez ses investissements, regardez sa manière de conduire la politique de la Côte d'Ivoire, de protéger le pays. Et je dis, le jour où Alassane Ouattara s'en ira, on va le chercher à midi, en plein midi, avec torche. Jeannot Ahoussou-Kouadio, absent pendant un certain temps pour des raisons de santé, est de retour dans l'arène. Place à présent à la politique. La jeunesse estudiantine du RHDP veut accompagner la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République. C'est la capitale politique Yamoussoukro qui est choisie pour mener des réflexions. Ces jeunes bénéficient du soutien des ministres Adama Diawara et Mamadou Touré. On retrouve Kader Sogodoko. La jeunesse estudiantine du Rassemblement des Oupouétistes pour la démocratie et la paix en conclave à Yamoussoukro à la recherche de stratégies pour sa contribution à l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire. Un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Des ateliers autour des stratégies d'implantation de la jeunesse estudiantine du RHDP sur le territoire national et les mécanismes de l'insertion socio-professionnelle ont marqué cette rencontre dans la capitale politique. Nous, jeunesse estudiantine, avons décidé de prendre le taureau par les cornes au cours de ces réflexions, ce par l'élaboration des stratégies d'implantation pour une couverture efficiente et efficace élaborée, des mécanismes de formation et d'insertion globale des membres de la jeunesse estudiantine du RHDP pour un leadership probant mis en place, des stratégies d'animation des bases de la structure sur l'ensemble du territoire national élaboré, une base de données fiable des étudiants militants du RHDP sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de ce séminaire, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, ont ensemble appelé les jeunes de leur formation politique à tourner le dos au favoritisme et à cultiver le goût du travail. Ces hauts cadres du parti au pouvoir ont enseigné à leurs jeunes les idéaux d'équité et d'égalité des chances qui doivent désormais rythmer la vie publique nationale. Il faut que vous soyez des modèles. Voilà. Vous ne pouvez pas aller faire ce que vous reprochez aux autres. Sinon, en ce moment, quelle est la différence entre vous et les autres? Donc, j'attends de vous, si vous êtes syndicaliste, que vous fassiez un syndicalisme responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous revendiquez des choses qui sont réalistes. Certains veulent qu'on ne travaille que pour les militants. Moi, je dis en travaillant pour tout le monde, on travaille forcément pour les militants. Parce que les militants sont dans tout le monde. Mais si on travaille seulement pour les militants, on perd l'opportunité d'étendre la toile. Et ça, je vous dis, faites-nous confiance. Les militants ne seront pas négligés. On a pleine conscience de nos responsabilités à l'endroit des militants. On va continuer. À ce séminaire, les résolutions prises seront présentées au grand public au cours d'une assemblée générale qui se tiendra au siège du parti à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, le Tchad retire 600 soldats de la force du G5 Sahel. C'est la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force anti-djihadiste dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Les autorités tchadiennes parlent d'une mesure de redéploiement stratégique. Le porte-parole du gouvernement précise que cela n'a absolument aucune incidence sur la capacité à jouer le rôle de force motrice dans la lutte contre le terrorisme. On ouvre le chapitre consacré à la culture comme tous les samedis soirs aux 20h. Bientôt un lycée d'enseignement artistique à Yamoussoukro. L'édifice est bâti sur 8 hectares, un investissement de 2 milliards de francs CFA. La ministre de la Culture a visité le chantier. Arlette Badou-Nguesson s'enquiert de l'état d'avancement des travaux. Qu'on voit avec Jean-Marc Djadji. L'État de Côte d'Ivoire contribue depuis 30 ans à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture. Depuis 1991, les 7 écoles supérieures regroupées au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, centralisent leurs activités à Abidjan, une des réalités à laquelle sont confrontés les formateurs. À l'INSAC,
Au départ, c'était 500 apprenants. Et aujourd'hui, nous sommes à 6000 étudiants à l'INSAC. La Côte d'Ivoire regorge de talents. Et nous sommes à la DEFAC, nous voyons que, à cause de la faiblesse de la capacité d'accueil, beaucoup d'enfants pétris de talent restent sur le carreau. Un besoin que le gouvernement veut satisfaire par la construction d'édifices de formation à l'intérieur du pays. Un lycée d'enseignement artistique est justement en cours de réalisation sur un terrain de 8 hectares au quartier Morofé de Yamoussoukro. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badoun-Guessan, constate l'état d'avancement des travaux. Déjà à 25% de taux d'exécution, la ministre se veut confiante pour l'avenir. Nous sommes passés du ministère de la Culture et de la Francophonie à ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous ne pouvons pas parler d'industrie des arts et du spectacle sans parler de professionnalisation. C'est vrai que nous avons l'INSAC au niveau d'Abidjan, mais l'INSAC ne peut plus contenir le flot d'élèves, d'étudiants qui ont à cœur de se former pour devenir des professionnels. Nous commençons déjà par le LEA de Yamoussoukro, le lycée d'enseignement artistique, mais nous allons continuer. Le projet de construction du lycée d'enseignement artistique de Yamoussoukro est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel établissement aura une capacité d'accueil de 800 élèves et de 11 bâtiments pour les activités artistiques et administratives. Et Jean-Marc Djadjié nous conduit dans le sud Comoé. Top départ pour Vacances Culture. C'est la ville d'Abouasso qui abrite la 26e édition cette année. Pendant 5 jours, plusieurs groupes de jeunes issus des 31 régions vont s'affronter dans diverses disciplines de l'art. L'événement vise à promouvoir le potentiel culturel de la Côte d'Ivoire. La ville d'Abouasso abritera la 26e édition du Festival national de Vacances Culture. Durant 5 jours, 45 groupes issus de 31 régions de Côte d'Ivoire seront en compétition dans diverses activités. Le théâtre, la danse traditionnelle et la littérature sont entre autres les disciplines au programme. Les jeunes ont du talent et souvent ils s'ignorent. Et à travers cette plateforme du Festival national Vacances Culture, nous donnons la possibilité aux jeunes issus des 32 régions de s'exprimer à travers les activités culturelles et artistiques. L'édition 2021 vise à valoriser le potentiel culturel et artistique du pays. Une initiative soutenue par le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Notre présence vient pour témoigner de l'intérêt que Mme la ministre porte à cet événement culturel. Le ministère de la Culture veut, à travers ce festival, occuper sainement la jeunesse, rassembler la jeunesse et dire que la culture est un facteur de réconciliation. La 26e édition de Vacances Culture se tiendra du 23 au 28 août prochain. Il entend contribuer au processus cohésion sociale. Il se tient à la 5e édition de Yop Reggae Festival à Yopougon ce week-end. Une centaine de jeunes leaders issus de tout le district d'Abidjan assistent à un séminaire de formation sur le thème jeunesse, paix et développement. L'initiateur veut passer par la musique reggae pour exhorter à la cohésion sociale. Yannick Efoumi, Franck Dio. Le reggae, un genre musical qui amuse, égaye et conscientise. Une véritable passion pour Mamadou Diomandé Diba Sabouka, initiateur du Yop Reggae Festival. La 5e édition de ce rendez-vous culturel débute ce mercredi 18 août par un séminaire de formation à la salle des mariages de la mairie de Yopougon, thème jeunesse, paix et développement. J'ai fait un constat, c'est qu'on avait un déficit de festival reggae en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire est le 3e pays producteur de musique reggae. Nous sortons de crise. La Côte d'Ivoire aujourd'hui s'inscrit dans un processus de paix et de réconciliation. À chaque fois que nous avons une crise, les acteurs premiers qui sont au devant des choses, c'est les jeunes. On les incite à l'entrepreneuriat, on les oriente vers des projets de développement et ensuite on leur inculque des valeurs de paix et de cohésion nationale. Après la formation, le Yop Reggae Festival offre 2 jours de concerts non-stop avec des artistes d'ici et d'ailleurs à la place Épin de Yopougon. Parrainage artistique, Fadaldi, chanteur. C'est un festival qui est sérieux, il faut soutenir ces garçons, il faut soutenir ce festival. C'est un festival qui conscientise le peuple, c'est un festival que l'État de Côte d'Ivoire doit s'approprier. Un des rares festivals de l'heure, l'événement suscite intérêt et enthousiasme. Yop Reggae Festival prend fin le dimanche 22 août par une balade touristique.
Regardons à présent du côté du 7e art. 6 fictions à l'affiche du festival du film ivoiro-suisse. C'était à l'occasion de la célébration des 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. L'objectif est de favoriser les échanges culturels entre les deux pays. Et on retrouve notre invité de la page culture, professeur Kwaku Désiré Mbra, auteur de l'œuvre Le Tiologo, histoire d'une institution séculaire, Nyarafolo. Il faut préciser que c'est tout le pays qui a en partage ce rituel et vous êtes vous-même initié. Oui. Tout à fait. Alors, vous savez que le silence sur la question reste une barre ancestrale infranchissable. Et pourquoi vous brisez ce silence, vous l'initiez en plus? En fait, je ne brise pas le silence. Parce que si on regarde un peu en arrière, déjà à partir de 1930, il y a le père Pierre Quinox qui a eu à faire des photos inédites du bois sacré de Sinmachali. Pour dire que je ne suis pas ni le premier ni le dernier à pouvoir écrire. Et en fait, je ne voile pas, je pourrais dire, je ne viole pas la loi du silence. Je ne fais qu'apporter un plus à la compréhension de ce mystère qu'est le Poro, le Tiologo. Alors justement, sur le sens de ce mystère, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que l'historien peut nous dire sur le Tiologo? L'historien a pour vocation de propager, vulgariser l'histoire à travers des faits. Et le Tiologo, ici, constitue un fait séculaire que les ancêtres ont eu l'intelligence et la sagesse de perdurer jusqu'à notre temps, malgré les turpitudes de la vie. Donc, pour dire que l'histoire donne des leçons. Et pour donner des leçons, il faut s'appuyer sur du concret. Le Tiologo aussi savait être quelque chose de concret, de tangible, pour modeler la jeunesse ivoirienne. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le Tiologo qu'on voit en pays Nyarafolo, comme chez les autres, notamment les Nafara, les Tiambara? Quelle est la différence fondamentalement? En fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que c'est que le Poro. Le Poro tire son origine du mot Poro qui veut dire éduquer, enseigner, élever. Partant de cette définition-là, on peut retenir que le Poro est un système initiatique sociétal que les ancêtres sénoufos ont savamment mis en place afin de réguler la vie communautaire et instaurer l'harmonie dans chaque village sénoufo. Ainsi donc, nous avons le Poro communautaire qui est obligatoire pour tous les garçons de chaque village et nous avons le Poro privé qui est, si vous voulez, une touche optionnelle. C'est-à-dire que je peux me lever pour dire, bon, je vais parler par exemple le Poro de Sandoport, c'est-à-dire le Poro des charlatans, ou bien par exemple le Waou, ou bien le Wambele, ainsi de suite. Mais le Poro communautaire est obligatoire. Et il se trouve ici que le Tiologo fait partie du Poro communautaire qui est obligatoire pour tout jeune sénoufo qui veut s'affirmer dans le village. Oui, bien sûr. Alors, c'est un ouvrage de 277 pages, paru aux éditions Serap. Yannick Foumi et Franck Quadio nous font un résumé de l'essai et puis on se retrouve après. Selon le docteur Kwaku Désiré Mbra, le Tiologo tire sa source du Poro, la principale école initiatique des Sénoufos, peuple du Nord ivoirien. À la réalité, profanes et initiés n'ont pas la possibilité de dénouer les méandres de cette initiation, le premier par ignorance et le second par sermon. L'auteur cependant prend sur lui d'en dévoiler la teneur, du moins d'en dénouer certains codes. L'ouvrage contient 277 pages scindées en 3 parties. D'abord, l'origine des 7 villages initiatiques du Tiologo en pays sénoufo, Nyarafolo, du 18e au 20e siècle. Puis, les généralités sur le déroulement du Tiologo, du village à monde profane au Xinjiang à monde spirituel, puis du Xinjiang au retour triomphal dans le village, et enfin le Tiologo, une initiation à l'épreuve du temps. Loin de lui l'idée de vouloir désacraliser cette institution culturelle, son intention est de la promouvoir en vue d'un développement touristique culturel, source de création de richesses, un devoir de mémoire et d'utilité à la société Nyarafolo. Alors justement, chez les Nyarafolo, professeur, vous distinguez 3 niveaux d'initiation. Ce sont lesquels? Nous avons d'abord le premier cycle qui est le Kagba, c'est-à-dire c'est le non-initié, à partir des enfants à partir de 7 ans, qui apprennent petit à petit la vie communautaire. Ils ne sont pas encore initiés, c'est pour ça qu'on dit Kaga, c'est-à-dire qu'ils sont des non-initiés. Après cette étape-là, nous allons dans la période de 12 ans,
où ils accèdent maintenant au cycle de Blala, où ils apprennent par le diversitement les règles de la société, le travail agricole. Vous savez que l'école primaire, si on veut. L'école primaire, si vous voulez. Et enfin, la troisième et dernière étape qui englobe 2 éléments à la fois. Nous avons le Tcholo et nous avons le Kafor. Oui. Le Tcholo qui est l'étape suprême et le Kafor qui est vraiment la dernière étape qui boucle le cycle septennal du Tchologo. Alors, l'une justement de ces plus belles étapes, c'est qu'après 7 jours ou 3 mois, c'est selon, les initiés sortent du bois. Est-ce que vous pouvez expliquer la ferveur, cette joie qu'il y a au village ce jour-là? En fait, pour comprendre la ferveur qui anime les villages initiatiques, il faut comprendre que l'initiation au Tchologo se résume en 3 grandes phases. D'abord, nous avons la mort symbolique. Mort symbolique parce que les néophytes rentrent dans le ventre de la Katiera pour 3 mois. Leurs parents qui sont au village n'ont aucune nouvelle de leurs enfants, de leurs maris, de leurs fiancés. Pendant 3 mois, je vous dis, pendant 3 mois. Oui. Aucun son, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ni sur sa santé, ni sur sa vie, rien du tout. Et donc, le dernier jour de ces 3 mois, lorsque le village est à la lisière du bois sacré de Xinzang, parce que le village n'a pas accès au bois sacré, sauf les initiés. On compte d'abord tous ceux qui sortent, les nouveaux initiés. Donc, c'est la 3e phase qui est là, c'est la réinsertion de l'initié dans la société. Il est mort, il est né dans le ventre de la Katia et il ressort rené, comme on le dit. Oui. Il ressort rené avec d'autres connaissances. C'est un autre niveau supérieur de la société. C'est un autre niveau supérieur. C'est une humanisation. L'initié devient aguerri à la vie dans le monde Sénoufo. Notamment le respect des aînés, qui est cher au Sénoufo. Il faut respecter les aînés. Il faut rendre service aux aînés. Il faut être solidaire entre eux. Véritablement, c'est un tout pour l'homme parfait. Alors, loin de tout ce que l'opinion publique ou ceux qui n'en savent pas grand-chose pourraient estimer du Poro, par exemple. Alors, quand on regarde le titre de l'ouvrage, on se dit, a priori, qu'on a à livrer aux profanes ce qu'on ne devrait pas. Mais vers la fin, je constate que vous avez préservé le mystère sur l'initiation. Effectivement. Je suis assez jeune pour briser le mystère. Si on m'en doutait. Tout à fait. D'accord. Et justement, on a bien noté cela aussi. L'autre aspect, c'est que le Tchologo, en général, chez le Sénoufo, a su résister au temps. Est-ce qu'on a, malgré la modernité, est-ce qu'on a une explication à cela? L'explication pertinente que je vois, c'est, je dirais, l'engagement du Sénoufo. Vous savez, de tout temps, les Européens qui ont côtoyé le monde Sénoufo ont dit ceci, que les Sénoufos sont marqués par 2 éléments majeurs, l'agriculture et le Poro. L'agriculture parce qu'ils sont de grands travailleurs et le Poro parce qu'ils sont attachés de façon ferme à leur tradition. Donc du coup, avec la colonisation française, l'école moderne, comme vous l'avez dit, le Poro a su demeurer dans le pays Sénoufo. Vous savez que le Poro est pratiqué non seulement en Côte d'Ivoire, mais également au nord du Mali, au nord du Burkina Faso, mais également en Guinée et en Sierra Leone. Donc du coup, vous voyez que c'est l'engagement personnel de Sénoufo pour préserver, pérenniser cette action-là, initiatique, qui fait que cette institution demeure là. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, que justement des siècles après, on maintient encore le secret sur l'initiation? Mais sans ce secret-là, comme vous l'avez dit tantôt, le Poro n'existerait pas. Quelque chose qui est dévoilé n'est plus secret, n'est plus mystère. Donc, il faut pouvoir sauvegarder cela en maintenant le mystère. Du coup, quand vous rentrez dans le ventre de la Katiera, donc dans le bois sacré, vous ressortez, ce que vous avez appris, vous le manifestez au dehors comme comportement sain, mais l'enseignement, vous le gardez pour vous-même et pour vos camarades initiés. Ah, merci, professeur Kwaku Désiré Imbra. Comme disait le professeur Jean-Noël Loukou dans la préface, nous souhaitons un succès d'estime et une large audience de cet ouvrage, Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire chez les Niarafolo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que quand un enfant a les mains propres, il prend son repas dans le cercle des anciens. Dieu le voulant, on se retrouve demain.